à toutes et à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal, ravi de vous retrouver en ce mercredi 2 février. Voici les titres du journal. Levée de certaines restrictions à partir de ce mercredi en France, fin du télétravail obligatoire, du port du masque en extérieur et fin des jauges dans les salles sportives et culturelles. David Suc, le président de la CCPB, s'exprime en réponse à l'action en justice menée par un groupe d'élus du Conseil communautaire. C'est une arrivée très remarquée à Sarralbe. Les cigognes Maurice et Mélodie ont fait leur grand retour sur le toit de l'hôtel de ville. Aurélie Muller rafle la médaille d'or au championnat de France aux 5 km indoor. La nageuse du cercle nautique de Sarreguemines nage droit en direction de la Coupe d'Europe. Autre prodige de sa discipline, le volleyeur sourd Alexandre Nicolas a été présélectionné pour participer aux Jeux Olympiques des sourds qui se tiendront au Brésil du 1er au 15 mai. Et puis culture avec une pièce de théâtre en alsacien à Sarreguemines, Eulib, une pièce touchante et romantique présentée hier soir dans le cadre du festival Langue en scène. Et en seconde partie d'émission, découvrez l'interview de début d'année de Roland Roth, le président du CIDEM et l'invité de Face à l'objectif. Il livrera son bilan de l'année écoulée et ses perspectives pour cette année. Et notre chroniqueuse Morane ne pouvait pas passer à côté. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Et Morane, tu vas nous décortiquer les origines de cette fête. Absolument, et j'ai même préparé des crêpes pour l'occasion. Ça met l'eau à la bouche, à tout à l'heure. Et on ouvre ce journal avec les chiffres de l'épidémie relevés par l'hôpital Robert Pax en date du 1er février. 77 tests sont revenus positifs sur 583. 31 patients sont actuellement hospitalisés pour cause de Covid, dont 2 en réanimation. Et les contaminations sont encore nombreuses, mais le gouvernement a annoncé fin janvier une levée progressive des restrictions sanitaires. Première étape ce mercredi 2 février. On fait le point en images. Obligatoire au moins 3 jours par semaine depuis début janvier, hormis quelques exceptions dues aux contraintes notamment matérielles, le télétravail ne sera plus exigé. Il reste toutefois toujours recommandé. Les équipements sportifs et culturels vont retrouver des couleurs. Stades, salles de concert, théâtres, tous ces endroits accueillant du public assis ne seront plus soumis à des jauges. Elles étaient de 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur. Le port du masque reste lui bien sûr obligatoire. En extérieur par contre, tout le monde pourra le faire tomber. Il était de rigueur depuis décembre dans plusieurs villes ou centres-villes de France face à la flambée de la 5e vague. Enfin, pour la deuxième étape d'allègement des restrictions, il faudra attendre le 16 février, date marquant la réouverture des discothèques, mais aussi le retour des concerts et de la consommation debout dans les bars. 2 semaines de patience donc, avant entre guillemets un retour à la vie normale. Et on en parlait la semaine dernière, le tribunal administratif de Strasbourg a été saisi par plusieurs conseillers communautaires de la CCPB. Ils remettent en question la gérance de l'intercommunalité. Vous avez pu écouter sur notre chaîne l'interview de Guillaume Kraus, le porte-parole de ces élus. Face à cette action en justice, le président de la CCPB a réagi à notre micro. On l'écoute. Plusieurs élus de la CCPB ont donc saisi le tribunal administratif de Strasbourg concernant l'intercommunalité. Quelle est votre réaction ? Première réaction, c'est le regret et le gâchis. Aujourd'hui, des élus ont attaqué 4 délibérations, dont 2 délibérations ont été prises à l'unanimité. Et donc on peut le regretter parce que ce qui est reproché, c'est que des notes de synthèse qui permettent aux conseillers de pouvoir mesurer toute l'entièreté des décisions ne seraient pas assez complètes. Les notes de synthèse sont produites par l'administration depuis toujours, du temps de mon prédécesseur comme aujourd'hui. Et donc saisir le tribunal sans passer par la voie du recours gracieux, c'est engager des frais. Et puis c'est évidemment peut-être ne pas laisser la capacité à l'intercommunalité de répondre très clairement pour expliquer la bonne situation. Mais en définitive, le juge va valider ou pas le mode opérateur de cette intercommunalité qui fonctionne comme ça depuis de nombreuses années, depuis sa création. D'ailleurs, la requête en suspension a d'ores et déjà été écarté par le juge administratif. Ce qui est attaqué aussi, ce sont des décisions concernant le moulin des Schuller et une étude. Pour le moulin des Schuller, c'est 600 000 € qui étaient inscrits au budget. J'ai donné évidemment des ordres de service. On a lancé les travaux. Pour 2021, ce n'est pas 600 000 € qui ont été dépensés, c'est 0. Et donc, nous avions évidemment au budget ce qu'il fallait pour lancer les travaux. Sur l'étude, c'est pareil. Nous avions 30 000 € au budget. On a lancé le recollement des données pour 30 000 €. Et donc, on a d'ailleurs pu observer que par le passé, des choses ont été lancées alors qu'au budget, le montant était de 0.
Donc là, j'avais au budget ce qu'il fallait pour lancer les travaux. Et donc, naturellement, on peut le regretter. Je crois que ne pas faire de recours gracieux, cette requête va se faire avec un cabinet parisien. Ils ont pris un cabinet parisien, on peut le regretter. Et je crois qu'aujourd'hui, sur le Moulin des Schüller en particulier, on peut regretter qu'un vieux dossier depuis 8 ans, qui n'a pas pu se fasse aujourd'hui. Ce n'est pas mon dossier, c'est le dossier de l'intercommunalité et j'y apporte évidemment ma contribution. Cela va dans des décisions, va dans le sens de l'histoire et est conforme aux décisions qui ont été prises. Lorsqu'on évoque des subventions de l'État ont été validées en 2016. Tout le monde savait qu'elles pouvaient être caduques 4 ans plus tard. En 4 ans, l'intercommunalité n'avait pas lancé les travaux. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est regrettable. Je regrette cette volonté de ne pas permettre au Pays de Bitche d'avancer, cette volonté de ne pas permettre évidemment au territoire de s'organiser, de ne pas permettre évidemment aussi à l'apaisement de s'installer, de pouvoir discuter. Je crois que faire des recours, cela n'a pas vocation à être jugé, mais ne pas passer par le recours gracieux et contester ce qui a toujours été mis en place, ce qui a toujours prévalu dans cette collectivité, c'est d'oublier les fonctions qu'on a pu exercer dans cette noble assemblée. On ne peut jamais prédire quand elles vont arriver. Malgré le grand froid, certaines cigognes sont déjà de retour. 2 en particulier ont fait un comeback très remarqué sur le toit de l'hôtel de ville de Sarralbe. Maurice et Mélodie sont de retour, un peu en avance. Les explications avec Dominique Klein, aka Monsieur Cigogne. Écoutez. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors il paraît que le couple de cigognes est de retour à Sarralbe. Est-ce que vous confirmez ? Effectivement. Maurice était là en premier et Mélodie l'a rejoint quelques jours après. Alors pourtant c'est toujours l'hiver. Comment vous expliquez qu'ils soient déjà de retour ? Maurice et Mélodie sont sédentaires, c'est-à-dire au lieu de partir en vacances en Espagne ou au Maroc, parce qu'on a quelques cigognes au Maroc en ce moment, elles sont restées dans la région, elles sont restées en Mosellane tout l'hiver. Et les autres, elles reviennent quand ? Les premières cigognes vont arriver d'ici 15 jours, 3 semaines, fin février, début mars. Tout va dépendre de l'hiver. S'il fait froid, elles viendront un petit peu en retard. Par contre, si l'hiver se termine très vite, elles seront très vite en avance. Ouais. Et vous pouvez les apercevoir si vous vous baladez place de la République. Et pour les autres, elles seront visibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet grâce à la webcam de Sarralbe. Du sport à présent, après sa non-qualification au championnat d'Europe il y a un an, au JO de Tokyo et dernièrement l'impossibilité de participer à la Coupe du Monde des Émirats Arabes Unis en décembre à cause du Covid, la nageuse sarregueminoise Aurélie Muller sort la tête de l'eau. Le 29 janvier, elle a décroché la médaille d'or aux 5 km indoor lors des championnats de France. Elle fait son plus beau chrono depuis 2016 avec 57 minutes et 86 centièmes. Prochaine étape le 12 février pour une compétition de rattrapage en Martinique qui doit remplacer la Coupe du Monde de Doha. Si elle se qualifie, elle pourra participer à la Coupe d'Europe à Rome au mois d'août. Et puis vous souvenez-vous d'Alexandre Nicolas, passionné de volley-ball. Ce sportif de 34 ans est malentendant de naissance, membre du club omnisport de Sarralbe. Il évolue également en équipe de France de volley sourd depuis 4 ans. En 2021, le volleyeur n'a pas été sélectionné pour participer au championnat du monde en Italie, mais cette année, il compte bien prendre sa revanche. Alexandre fait partie des 12 joueurs sélectionnés pour les 24e Jeux Olympiques des sourds qui se tiendront au Brésil du 1er au 15 mai prochain. Il nous livre son ressenti, je vous laisse écouter. Je suis vraiment très fier de pouvoir être présélectionné pour partir aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France de volley sourd. On cherche vraiment à écrire encore une fois l'histoire du volley français. On est passé de la 16e place à la 6e place mondiale. Donc on a vraiment notre coup à jouer et personnellement, je suis très fier. C'est un honneur de pouvoir porter le maillot français, de pouvoir le reporter encore une fois, de pouvoir continuer à écrire ma carrière dans ce sport qui est pour moi essentiel dans ma vie. J'ai hâte de partir défendre nos couleurs au Brésil et de ramener, on espère, une médaille. Rendez-vous donc au mois de mai. Et avant la compétition, Alexandre participera à un stage avec l'équipe de France à Vichy du 18 au 20 février. Allez, du théâtre maintenant, du théâtre alsacien à Sarreguemines. Eulib, une pièce touchante et romantique, a été jouée hier soir dans le cadre du festival Langue en scène par l'Arrache-Cœur, une maison d'artistes venus d'Alsace. C'était le premier spectacle proposé ici. Marie-Morgane Pires s'est glissée dans le public. Weer terug is komen van Grey.
so schöner da, so ein Glück. Wir haben uns festgehalten mit dem Schock. Si vous parlez le Platt de Moselle-Est, vous comprendrez sans doute les mots en dialecte alsacien. Si la prononciation diffère, on y retrouve de nombreuses similarités. Ce qui permet de se plonger directement dans cette histoire d'amour. Elle, c'est Catherine, interprétée par Isabelle Klein. Tout au long de la pièce, elle se remémore ses souvenirs avec Jacques, son mari mort depuis 30 ans. Puis un autre personnage apparaît, une sorte d'ange, interprété par Pierre Opé. Il lui raconte notamment la vie de Jacques à la guerre. Une rencontre hors du temps qui va permettre à Catherine de se libérer de ce passé et d'aller enfin de l'avant. Der andere festdrücken und der Schlaf bringt uns nicht Kann uns nicht umbringen, der andere neben mir. Pour les non-dialectophones, la totalité du spectacle est surtitrée en français. Ce sera également le cas pour les 2 prochains spectacles du festival Langue en scène. Le prochain sera proposé jeudi soir par le théâtre de la Choucroterie. Vous pourrez cette fois découvrir une histoire en welsh. Et si vous avez manqué cette programmation, d'autres rendez-vous culturels vous attendent. Morane va vous les présenter dans sa chronique. Bien sûr, comme chaque mercredi, plein de bons plans de sortie vous attendent. Morane, je suis tout oui. Et oui, alors sortez vos agendas. La semaine dernière, je vous le disais, il y a le festival Langue en scène à Sarreguemines et d'autres spectacles arrivent. Alors je vous rappelle les dates. Ce jeudi, c'est Alice au pays des Welsh, signé le théâtre de la Choucroterie. Ça se passe donc à l'auditorium du Casino. Le spectacle sera en alsacien et en welsh, mais surtitré en français. Ce samedi, dernier spectacle qui clôturera cette 4e édition du festival Langue en scène, Under de Brick, en plate cette fois. Idem, ça se passe à l'auditorium du Casino et pour ces 2 spectacles, eh bien, vous pouvez réserver vos places sur le site internet de la ville de Sarreguemines, rubrique saison culturelle. Côté 7e art ce week-end, c'est l'avant-première du film Irréductible réalisé par Jérôme Commandeur, une comédie française à découvrir ce samedi à 17h15 au Cinéma Forum de Sarreguemines. Notez que le réalisateur sera là en personne pour assister à la projection. Attention, il reste des places mais il faut impérativement acheter vos billets à l'avance. Vous pouvez le faire via le site internet lescinémaforum.fr. Et on reste dans le cinéma mais du côté de Putelange. Cette fois, le Foyer des Lacs vous propose Twist à Bamako. C'est ce vendredi soir à 20h à l'espace culturel de Putelange-au-Lac. Un film qui parle d'amour mais aussi de socialisme. Pas besoin de réserver vos places, tarif 4,50 € que vous pouvez payer directement sur place. Et on termine avec de l'humour grâce au spectacle Santé de Julien Strelzik. Ça se passe ce samedi à la salle W de Wouswiller. Il reste des places, vous pouvez vous les procurer directement en mairie ou via les billetteries en ligne. Voilà Margot. Merci Morane. Et aujourd'hui, tu vas nous mettre l'eau à la bouche puisque tu as décidé de nous parler de crêpes. Et oui Margot, aujourd'hui c'est la Chandeleur et regarde ça, je vais essayer de faire sauter une crêpe en direct. C'était pas loin, voilà, bravo. Donc comme je le disais, aujourd'hui c'est la Chandeleur et c'est une fête où l'on fait des crêpes et on la célèbre le 2 février. Oui, le 2 février, mais pourquoi cette date précisément ? Eh bien, encore une fois, c'est une fête religieuse. Dans la religion chrétienne, par exemple, on célèbre la présentation de Jésus au temple, respectivement 40 jours après sa naissance. Donc 40 jours après Noël, ça correspond au 2 février. Mais la Chandeleur tire aussi ses origines chez les Romains pour célébrer le dieu Pan, dieu des bergers et des troupeaux. La tradition veut que les Romains parcourent les rues de Rome en agitant des flambeaux en son honneur. Ouais, c'est très intéressant, mais on ne parle toujours pas de crêpes. Patience Margot, je vais y venir, mais avant parlons de l'origine de ce mot. La fête de la Chandeleur ou Festa Candelarum, eh bien ça signifie en latin la fête des chandelles. Et comme je le disais juste avant, on agitait des flambeaux chez les Romains, mais du côté des chrétiens, ce sont des cierges bénis que l'on allumait. Alors des processions aux chandelles sont organisées le jour de la Chandeleur, selon une technique bien précise. Chaque croyant doit récupérer un cierge à l'église et doit le ramener chez lui à la maison, en faisant bien attention à le garder allumé. Un vieux dicton disait d'ailleurs « Celui qui la rapporte chez lui allumée, pour sûr, ne mourra pas dans l'année ». Imagine la tête de ceux qui n'ont pas réussi. Hein. Et donc en gros, les chandelles bénies apportaient paix et amour et éloignaient en fait les mauvais esprits.
Ok, donc là, Chandeleur, on l'a compris, c'est la fête des chandelles, mais ça ne se mange pas, on parle toujours pas de crêpes en fait. Ok, donc l'histoire n'intéresse personne, j'ai très bien compris. Alors les crêpes, eh bien c'est bien plus tard que les crêpes ont pris place durant cette fête des chandelles. Un autre dicton disait « Si point neveu de blé charbonneux mange des crêpes à la Chandeleur ». Bon, encore une fois, ce sont les croyances religieuses qui ont poussé les gens à faire des crêpes. Décidément, ça a l'air facile. Un jour, le mec est venu, il avait faim, il a dit « Je vais balancer un dicton » et le jour d'après, il s'est rempli la panse. D'accord, donc c'est tout. Bah oui, c'est tout, Margot, c'est aussi simple que ça. Mais t'inquiète pas, j'ai pas fini, parce qu'en fait, il existe plusieurs traditions liées aux crêpes le jour de la Chandeleur. Alors c'est parti, numéro 1, il faudrait tenir une pièce d'or dans la main gauche lorsqu'on fait sauter une crêpe de la main droite. Si le lancer est réussi, eh bien c'était symbole de richesse tout au long de l'année. Donc apparemment cette année, moi je vais être riche. Et numéro 2, alors celle-là elle est un peu dégueu, mais elle est gentille quand même. Il faut placer une pièce de monnaie dans la première crêpe de la Chandeleur, plier la crêpe ou la rouler, Vidovitch, et la placer en haut de l'armoire de la chambre du maître de maison jusqu'à l'année d'après. On dirait une épreuve Koh-Lanta, le truc. Et en fait, à la Chandeleur prochaine, on récupérait les restes de la crêpe complètement désintégrée, on récupérait aussi la petite pièce et on la donnait en fait aux pauvres. C'est super sympa, mais il y a des manières quand même plus simples de faire des dons. Et enfin, numéro 3, c'est pas vraiment une tradition, mais bon, une croyance, on va dire. Pour certains, la forme et la couleur de la crêpe représenteraient le soleil. Et la Chandeleur marquerait donc la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. Mais s'il fait soleil le jour de la Chandeleur, l'hiver sera plus long que prévu. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun sens, mais voilà. S'il fait beau aujourd'hui, l'hiver sera rude, un peu comme dans Game of Thrones, pas ouf. Alors Morad, j'ai une dernière question qui est très importante. Quand on parle de crêpes, souvent ça divise. Est-ce que tu es plutôt team plié ou roulé? Ah là là Margot, ça c'est les questions qui fâchent, mais évidemment je suis team plié. Aïe 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 aïe. Bon, je me prononcerai pas, merci, c'était la chronique culturelle de Morane. Et en ce jour de Chandeleur, on va voir si il va faire beau ou non demain avec les prévisions de Sandrine. À tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, et pas d'inquiétude Morane, ça fait 6 mois qu'il fait moche, il n'y avait aucun risque qu'il fasse beau aujourd'hui. Espérons, comme tu l'as dit, que ce soit un signe que l'hiver touche à sa fin. Et en plus, j'ai trouvé une autre citation qui dit « Rosée à la Chandeleur, l'hiver à sa dernière heure ». Faut absolument que j'en trouve. Bon, ici, aucune trace de rosée. Et ça, c'est de la rosée, ça, non? Ah, là, ça y est, ça, c'est de la rosée. Non? Bon, ok, c'est certainement de la pluie, mais on peut dire que c'est de la rosée, non? En tout cas, il n'y a pas d'embellie à l'horizon. Demain encore, les nuages seront bien installés et le temps restera gris toute la journée. Des pluies vont même se produire en soirée et dans la nuit. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 7 à 8 degrés. Demain, nous fêtons les Blaises et il fera jour de 8h03 à 17h34. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et surtout, n'oubliez pas de faire des crêpes. À demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteurs majeurs de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Et si vous nous rejoignez sur Mosaïque Cristal, c'est maintenant l'heure de votre émission Face à l'objectif avec Roland Roth. Bilan de l'année passée, perspective pour 2022. Pour répondre à nos questions, le maire de Blies-Guersviller revêt une autre de ses casquettes, celle du président du SIDEM. Regardez. Roland Roth, bonjour. Bonjour. Vous intervenez aujourd'hui en tant que président du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. Quel est le bilan que vous dressez du SIDEM en 2021 ? Voilà, mais je retiendrai de 2021 quelque chose qui me perturbe. Qui n'a rien à voir ni avec les finances, ni avec le financement du SIDEM, mais avec son image. Donc je regrette beaucoup, et c'est ce que je retiens de 2021, qu'on continue, que certains continuent à dénigrer le SIDEM, alors que nous avons besoin de l'inverse. Nous avons besoin aujourd'hui d'un soutien fort de la population, des élus, pour redonner à cet outil ses capacités à rendre le service qu'il doit rendre à nos différentes collectivités membres. Je rappelle quand même que le SIDEM est un syndicat qui rend un service à 370 000 habitants, ce qui est énorme, ce qui est d'ailleurs la plus grande structure dans ce domaine au niveau départemental, et ça nous donne une force. Il faudra l'utiliser ou la réutiliser demain pour retrouver une certaine efficacité. En 2019, quand nous avons repris le SIDEM, cette structure ressemblait à un territoire sinistré, avec bien sûr beaucoup de débordements, des débordements financiers dans ce cas précis. Et nous sommes aujourd'hui en train de déblayer, de reconstruire, de colmater les brèches. Et c'est l'objectif de tous les jours. Je me suis engagé pour cela, et nous commençons à avoir les effets positifs que nous attendions. C'est important. L'un des leviers que vous avez voulu actionner, c'est de mettre en place un pacte financier avec toutes les intercos membres du SIDEM. C'est aussi une condition au niveau des banques. Et ça semble battre de l'aile avec notamment le refus de la communauté de communes du Pays de Vitsch. Alors du coup, comment allez-vous faire ? Écoutez, la délibération a été prise à une très large majorité, puisque il y a, je répète, une dizaine de collectivités au SIDEM. Une collectivité n'a pas voté en faveur de ce pacte. Ils prennent leurs responsabilités, et puis on verra comment on peut poursuivre notre travail. Alors, il faut intégrer ce pacte dans un tout. Si je reviens sur 2021, nous avons en début d'année eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes, nous en avons l'habitude depuis, une réaction du préfet qui a suivi les conseils de la CRC, mais qui a aussi accepté nos propositions en matière bancaire. Donc d'un côté, il nous a imposé une augmentation de 4,70 € par habitant. Mais d'un autre côté, il a accepté le fait que nous puissions passer par une banque ou par plusieurs banques pour arriver à bout de nos dettes fournisseurs. Nous avons trouvé deux banques qui ont accepté de jouer le jeu parce que nous leur avons démontré que dans notre stratégie, eh bien, il y avait de la place pour eux et qu'on avait besoin d'eux. Ça s'est fait à notre grande satisfaction. D'ailleurs, ça m'a permis de régler très rapidement des factures
extrêmement importantes qui étaient en attente et qui produisaient au quotidien des pénalités de retard. Alors malgré tout, le montant de la dette du SIDEM reste astronomique. On en est à combien exactement aujourd'hui et comment comptez-vous la résorber? Si je fais le comparatif entre 2019 et ce jour, je crois que c'est ce qui est intéressant pour moi, parce que ça me permet d'évaluer l'impact du travail qui a été réalisé. Nous étions en 2019, toutes dettes confondues, parce que bon, il faut également préciser ce qu'on entend par dette, parce que bon, il y a la dette bancaire classique que toutes les collectivités ont, et il n'y a rien d'anormal à cela. Il y a ce que nous avions comme dette face à des fournisseurs. Je rappelle quand même que les banques nous ont mis à disposition 13,5 millions d'euros qui sont partis au paiement de factures impayées avant 2019, donc c'est énorme. C'est aujourd'hui chose faite, donc ces 13 millions sont réglés, mais remplacés par un prêt supplémentaire, un prêt classique. Donc ce qu'on appelait dette fournisseur à l'époque est étalé dans le temps, ce qui a d'ailleurs permis de ne pas faire appel aux contribuables pour prendre en charge cette dette fournisseur de façon plus conséquente et au travers de la fiscalité. Donc voilà. Alors, je reviens à mon calcul, donc 100 millions, c'était l'ampleur de la dette en 2019. Aujourd'hui, nous arrivons à une situation où le dernier exercice 2021 sera probablement, bon, nous n'avons pas les chiffres définitifs, mais il sera excédentaire. Donc, nous avons réussi à redresser la situation sur un an. Si on ne tient pas compte de toutes les recettes et dépenses, surtout les dépenses exceptionnelles qui étaient encore liées à l'ancienne gestion. Et bon, si je fais un calcul global en tenant compte même du petit excédent qui va apparaître, nous sommes à 70 millions aujourd'hui. Donc en 2 ans, nous avons réduit notre dette, si on peut appeler ça dette, en dehors de la dette bancaire, parce que les 70 millions, c'est de la dette bancaire maintenant. Et celle-là, on ne pourra pas l'effacer, puisqu'elle est à rembourser dans le temps, sur les 20 années à venir. Vous parliez tout à l'heure de l'image du SIDEM. Anticor, l'association anticorruption, a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Alors cette plainte vise les 2 anciens présidents du SIDEM et l'ancien directeur général des services. Quelle est votre réaction? Écoutez, en ce qui me concerne, je suis là, je l'ai dit avant, pour réparer les dégâts, pour essayer de remettre la machine sur les rails. Il y en a d'autres qui priorisent le fait d'aller chercher des coupables, des responsables du déluge qui s'est abattu sur le SIDEM. C'est leur choix. Ce n'est pas ma priorité, on verra. Ils ont le droit de porter plainte. Et puis, bon, il y aura une enquête, une seconde probablement, puisqu'il y a déjà eu une enquête dont je n'ai jamais eu d'écho. Donc, voilà. 2022, il va y avoir des évolutions, et notamment au niveau des consignes de tri. On va pouvoir recycler plus de choses, notamment les emballages plastiques. Alors ça devait être à partir du 1er janvier, ça a été repoussé, il a été question du mois de mars, puis peut-être plus tard. On en est où? Et en même temps, est-ce que vous entendez les reproches des gens qui disent ben ça change tout le temps et puis on ne sait plus quoi et on ne sait plus quand? Oui, oui. Vous savez, dans ce domaine, bon, l'extension
des consignes de tri, puisque on les appelle comme ça, est une obligation. Quasiment, bon, on n'y échappe pas. Alors, les uns vont le faire plus rapidement que d'autres, mais dans un laps de temps de 2-3 ans, je pense que l'ensemble des collectivités auront répondu à cette demande. Alors, ça change tout le temps oui et non, puisque bon, d'abord ça relève, le ramassage relève des collectivités, non pas du CIDEM. Le CIDEM, je rappelle qu'il est compétent en matière de transport et de traitement, hein, et non pas de la collecte. Il y a des collectivités qui choisissent des poubelles particulières mises à disposition. Nous avons opté pour l'apport volontaire parce que nous avons fait une excellente expérience en matière de carton, de papier, etc. Ça marche très bien. D'autres ont choisi des sacs transparents à la place des sacs orange. Donc ce sont des choix que font les collectivités. Et ensuite, c'est le rôle du CIDEM de passer à la phase traitement des produits qu'on nous apporte. Alors, ça change tout le temps, mais il y a parfois obligation de changer. Je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, quand on arrive à plus de 50% de refus de tri, c'est énorme, ça pèse très lourdement sur les finances du CIDEM et c'est inacceptable. Donc j'espère qu'au travers de cette nouveauté, parce que cette nouveauté devrait arranger l'usager, puisque on nous permettra demain de se débarrasser de nos pots de yaourt également, ou alors du film plastique qui est autour des bouteilles qu'on achète au supermarché. Donc c'est un geste supplémentaire qui va, à mes yeux, dans le bon sens, mais il faut l'organiser. C'est toujours compliqué, même en apport volontaire. Nous avons commandé au niveau de notre structure, celle de la communauté d'agglomération, un certain nombre de conteneurs. Il y en a beaucoup qui vont être installés dans les différentes collectivités. Ça demande une préparation, ce qui explique aussi le report de la date du 1er janvier au 1er mars. On est sûr cette fois, ça sera le 1er mars? Je pense que oui, à moins qu'il y ait un imprévu, mais pour l'instant, c'est toujours cette date qui est retenue. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous demain à midi pour un nouveau 30 minutes. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. À très vite.